Chers amis internautes, bonsoir. Bonsoir aussi et un grand merci à nos modératrices du chat, Sam Léo et Caroline Ruby, et puis aussi à nos partenaires Réseau International et Profession Gendarme, que ce soit dans la conception et dans la diffusion de cette émission. Bien sûr, merci à Eric Montana. Alors, ce soir, nous allons aborder ce sujet de 2008. En 2008, le monde a vacillé. La faillite de Lehman Brothers a marqué un point de bascule historique. Les marchés financiers chutent libre, les banques sont sauvées en urgence, les États lourdement endettés et une confiance durablement ébranlée dans le système économique mondial. 17 ans plus tard, une question demeure. Avons-nous réellement compris ce qui s'est joué à ce moment-là ? Alors pour certains, il s'agit d'une crise financière classique, née des excès du crédit et d'une régulation défaillante. Pour mon invité de ce soir, Pierre Jovanovic, ce fut un tournant systémique révélant des déséquilibres profonds et peut-être structurels du capitalisme contemporain. Bonsoir Pierre. Merci pour votre invitation, c'est très très gentil. Et Pierre... bonjour à Eric Montana et bonjour à Réseau International et à Profession Gendarme que je suis depuis des années. Dans votre livre 2008, Pierre, vous proposez une lecture critique de cette séquence historique, le rôle des banques centrales, les responsabilités politiques, le sauvetage des institutions financières et les conséquences à long terme pour les citoyens. Alors ce soir, nous allons prendre le temps pour revenir sur cette analyse, pour la confronter aux faits et examiner ses points forts comme ses zones de débat et surtout poser une question centrale que je vous pose. La crise de 2008 est-elle un accident du passé ou le point de départ du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ? Écoutez, par définition, c'est le, hein, on y est, on est dedans. Je rappelle que 2008, enfin 2008, 2008, en fait, c'est le point final. Hein, c'est la grande explosion de Wall Street, du système bancaire. C'est la révélation non seulement des excès bancaires, mais surtout du vol de tous les peuples, de toutes les banques centrales du monde, organisé par juste un trio, comme dirait le général de Gaulle, un trio de Carteron, de généraux. Et bien là, c'est des banquiers, des grands banquiers, mais surtout qui ont été pilotés par un banquier, un ministre des Finances, qui s'appelle Larry Summers. Et justement, vous savez, cette émission, elle tombe vraiment très très bien parce que à la lueur tous les mails qui ont été révélés dans le dossier Epstein, des millions, vous le savez, eh bien moi ça fait depuis à peu près 3 semaines, si vous voulez, que je parcours tous ces mails, et je peux vous assurer que ce que j'ai affirmé dans le livre 2008, c'est-à-dire que c'était une organisation, c'était organisé à l'avance pour voler la population mondiale, de son argent, de ses caisses de retraite. Eh bien, j'étais en dessous de la vérité, puisque dans les mails d'Epstein, on voit que déjà Bill Clinton voulait une sorte de lancer, grâce à sa fréquentation d'Epstein, les subprimes. Alors, Bill Clinton n'a pas pu lancer les subprimes, et comme vous l'avez vu dans le livre, j'ai fait le travail, c'est-à-dire je suis remonté loin avant, en arrière, dans le passé, pour voir que c'est en fait le fils Bush qui a effectivement appliqué le plan que Epstein tentait d'imposer via Bill Clinton. C'est absolument incroyable. Je vous assure, j'étais avec ce livre, j'étais en dessous de la réalité. Et je termine, les accusations, puisque je donne les responsables
dans le livre. Hein, j'ai mis la page pour vous, c'est à la page 167. Hein. Le numéro 1, regardez bien, hein, et l'affaire Epstein n'est pas sortie. Hein. Larry Summers, qui a été obligé de démissionner de sa position de Harvard. Ensuite, Hank Paulson et Barack Obama, et bien entendu la totalité des banquiers centraux, et dont Ben Bernanke. Et voilà, je vous dis que si je vous dis que ça a été organisé pour ne profiter qu'un seul pays, en l'occurrence Israël, hein, puisque en 2008-2009, comme vous l'avez vu dans le livre, il y a un seul pays qui n'a absolument pas souffert d'une quelque perte que ce soit, c'était toutes les banques israéliennes. Donc voilà. Vous savez, avant on parlait, je ne sais pas si Eric Montana est passionné de haute fidélité, hein, mais je veux dire, on a tous eu notre période haute fidélité. Et dans la haute fidélité, vous savez, il y a une marque japonaise qui s'appelle Nakamichi. Hein, qui a fabriqué les plus beaux lecteurs de cassettes. Enfin, c'est mythologique quasiment. Eh bien, ce qu'on voit grâce à Epstein, grâce à ses mails, c'est que auparavant, tout le monde pensait que la banque Rothschild, c'était le Nakamichi de la banque. Hein. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les mails, et ce qu'on voit d'ailleurs même avant, c'est-à-dire que ce ne sont que des délits d'initiés. Voilà, c'est très facile de s'enrichir quand vous avez une information avant tout le monde, donc vous achetez les actions, et c'est très facile de s'enrichir quand vous profitez de la planche à billets. Voilà. Alors, vous l'expliquez de façon remarquable dans ce livre, effectivement, qui remonte à avant la crise de 2008. Vous reprenez presque jour par jour, d'un moment, tous les événements qui se sont passés. Je n'ai pas assez montré la couverture de votre livre, et d'inviter nos amis internautes à se le procurer, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, se le procurer soit directement auprès de vous, hein, le jardin des livres, ou bien dans toutes les bonnes librairies, la FNAC et partout, Pierre. Hein, voilà, tout à fait, c'est un best-seller. Si on ne se le procure pas. Voilà, bah, vous savez, il était numéro 1 de toutes les ventes Amazon pendant 2 mois de mémoire, donc c'est pas du tout par hasard. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce livre, je montre effectivement que les peuples ont été volés, et en particulier le peuple français. Et la raison pour laquelle j'ai eu des soucis avec l'Élysée, avec Macron et compagnie, c'est que mon livre est sorti exactement au moment où il y avait les discussions sur l'âge de la retraite, puisque je montre dans ce livre qu'en fait, ils ont volé toutes les retraites. Voilà. Vous l'expliquez très bien. Et si on suit vos conseils, d'abord, c'est très intéressant de savoir le pourquoi du comment. Et puis, je pense que pour tout le monde, ce que vous m'avez écrit en dédicace, ça s'adresse à tous les lecteurs pour vous rendre riche. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous savez, si j'ai choisi de mettre en couverture cet ange en or de Dupré, c'est que d'abord, aux États-Unis, vous savez, aux États-Unis, les Américains achètent la French Lucky Coin, hein, c'est-à-dire la pièce d'or qui porte chance. Et en fait, c'est une pièce d'or avec le génie ou l'ange de Dupré. Alors qu'en France, cette pièce n'est pas du tout connue comme chanceuse. C'est assez extraordinaire d'ailleurs. C'est très curieux. Et c'était un message pour acheter de l'or. Voilà. On l'a bien compris. Alors, vous donnez aussi toute une série de conférences depuis déjà quelques temps. Si Eric veut bien passer la photo, et puis on la remontrera en fin d'émission. Vous tenez à prévenir les lecteurs qui avaient émis le souhait de vous écouter à Vierzon. Vous voulez les avertir que la date a changé. Ouais, oui, absolument, c'est gentil. Le 7 mars, voilà. La date est reportée au 25 avril. Voilà, c'est très important, là, je le dis à nos spectateurs. Voilà, si vous avez noté la note du 7, oubliez, hein, c'est reporté à la date du 25 avril. Donc, voilà, pour que tout le monde soit averti. Voilà, mais c'est très gentil d'en parler.
Ouais, c'est la moindre des choses. Personnellement, j'ai assisté à une de vos conférences à la Baule. Il y avait plus de 300 personnes dans la salle et l'enthousiasme. C'est normal, il n'y avait que des riches. Hein. À la Baule, il n'y a que des riches. Donc, ils étaient venus sauver leur épargne. Et à l'époque, vous étiez présente. Hein, j'avais dit, je crois que l'or était à l'époque à 3009, un truc comme ça. J'ai dit, continuez à acheter parce qu'il y a des gens, oui, c'est trop cher, machin. Et puis aujourd'hui, c'est déjà à 5000. Donc, oui, on ne peut plus. Voilà, ma dédicace, c'était juste, par définition. J'espère que vous avez suivi mes conseils quand même. Merci Pierre, je vous en remercie. Bon. Pourquoi avoir écrit ce livre 2008 et qu'est-ce qui vous a semblé le plus urgent à dire lorsque vous l'avez écrit? C'était une réaction à l'actualité ou bien le fruit d'un travail antérieur? Vous savez, c'est le résultat de ma revue de presse. Hein. Oui. Voilà, que j'ai commencé, que j'avais commencé, ça va faire. Attendez, je l'ai commencé le 20, de mémoire, le 20 ou le 21, donc je crois que c'est une date anniversaire aujourd'hui, peut-être. On est quelle date? On est le 20, je crois. 19. Le 19, voilà, demain, ça sera la date anniversaire. J'avais commencé la revue de presse économique par révolte contre les médias classiques, c'est-à-dire que c'était l'affaire Kerviel, vous vous souvenez, Oui. on nous présentait Kerviel, il avait ruiné la Société Générale, il a déclenché une crise à lui tout seul, etc. Alors que, vous avez vu dans le livre qu'en fait, ils ont monté Kerviel en mayonnaise. Kerviel c'est pas un enfant de cœur non plus. Hein, il a un peu abusé, on va dire. Mais par rapport à ses petits copains de Goldman Sachs, de Bank of America, de Merrill Lynch et Lehman Brothers, vraiment c'est une poussière. c'est un petit bip sur le radar. Mais l'État français et surtout Société Générale, bien sûr, se sont servis de lui pour en fait cacher leurs centaines de milliards ou dizaines de milliards de pertes dues au subprime. Hein. Ils se sont fait niquer la tête par les gens de Lehman, de Goldman Sachs, etc., comme vous l'avez vu dans le livre. Et puis, ils ont essayé de se donner le beau rôle en mettant tout sur le dos de Kerviel. C'est vraiment abusé. D'ailleurs, la commissaire de police ou l'inspecteur de police qui a fait l'enquête, par la suite, elle a reconnu qu'en fait, elle se fait enfler, mais totalement enflée, qu'ils lui ont menti comme des arracheurs de dents. Hein, voilà. Et tous les responsables, les vrais responsables, notamment son supérieur, il a été nommé PDG à l'époque de Unicredit en Italie. Donc, vous voyez, ils l'ont exfiltré très, très vite. Hein, voilà. C'est... la Société Générale a volé les gens, a volé leur retraite. Ce sont des escrocs. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. La Société Générale est une banque comme le Crédit Agricole. Vous avez vu toutes les dizaines et les dizaines de milliards qu'ils ont perdus, même avec Madoff. Vous imaginez, ils perdent de l'argent avec Madoff. Ils lui ont donné des millions sans même savoir ce qu'il faisait dans son coin de cuisine. C'était absolument effroyable. Dans la page 155, là, vous avez publié tout un tableau de la perte de chaque banque. C'est absolument effrayant. Ça commence par Citigroup avec 295 milliards de dollars. Pour nous qui ne sommes pas des financiers, enfin moi, ça ne correspond à rien, toute cette somme inimaginable en milliards de dollars qu'on peut perdre, comme la banque... Oui, mais Jackie, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Pardon ? La banque qui a demandé un prêt pendant le week-end de plusieurs milliards, de 30 milliards, on lui prête... Burstians. Oui. Burstians. Oui. Et le gouverneur de la Fed qui dit je leur ai prêté, je sais plus, 300 milliards pour que je puisse dormir tranquille le week-end. C'est génial, c'est absolument extraordinaire. Et les mecs, et Bernanke, donc, il a dit ouais, je leur prête, mais lui-même, il a appuyé sur un bouton sur sa photocopieuse et il a sorti ces centaines de milliards comme ça, comme un peu comme votre aspirateur qui se met en marche et qui, si vous appuyez sur le bouton inversé, il vous recrache que des billets, quoi. Hein, voilà, c'est un peu l'idée.
ça se traduit comment dans la vraie vie, ces opérations? Alors, dans la vraie vie, ça s'est produit. Je donne plusieurs, même, je crois qu'il y a une trentaine, cinquantaine d'exemples. Par exemple, les caisses de retraite, les églises américaines, évangéliques ou catholiques, etc. Vous savez, elles ont des fonds, elles ont un trésor. Alors, ça va de 100 000 $ jusqu'à 1 milliard de dollars. Pour certaines. Et donc, c'est que ce soit les entreprises, les caisses de retraite des pompiers, des enseignants, des maîtres d'école, des policiers, des agents du FBI, enfin, tout cet argent était entre les mains des banques, de hedge funds, qu'ils ont placé à Wall Street. Et donc, du jour au lendemain, par exemple, vous avez des caisses de retraite qui étaient qui ont perdu 50 voire 60% de leurs 10 milliards. Et donc, le retraité qui attendait ses 2 000 $ ou 1 500 $ de retraite tous les mois, il avait plus que la moitié. Et donc, il était en banqueroute. Il était en faillite personnelle, ils étaient obligés de vendre leur maison, et ainsi de suite. Vous voyez, ça a commencé, c'était un effet boule de neige, littéralement. Voilà. Parce que comment dire, les politiques américains ont écouté les banquiers, évidemment, comme les Français d'ailleurs, comme Sarkozy, et donc ils ont préféré sauver les banques plutôt que de dire aux banques on vous met le revolver sur la tempe. Les gens qui ont des prêts sur 15 ans et qui ne peuvent pas rembourser, vous les étendez sur 30 ans, vous les divisez par 2 points. Et il n'y aurait jamais eu cette crise qui se voit encore aujourd'hui. Moi, j'étais en dédicace à Paris samedi dernier, et puis j'ai un steward Air France qui est sur les longs courriers, et il m'a dit qu'il était à San Francisco, et il m'a dit que sur Market Avenue, c'est littéralement que des tentes quechua. Je veux dire, vous avez des milliers et des milliers de gens qui errent, qui sont victimes en fait de toute cette crise qui s'est mise en place à partir de 2008-2009 et qui a continué. Montana, si la régie veut bien, on a une image qui illustre ça. Toujours d'actualité aujourd'hui, hélas, toutes ces tentes quechua qui sont sur les trottoirs. Ah oui, non, mais c'est à New York, Los Angeles, partout. C'est Las Vegas, c'est impressionnant. La crise n'est pas terminée, loin de là. Alors, je ne sais pas si vous avez passé des images là ou pas. Je ne sais pas si alors, je elles peux les ne sont commenter. pas encore passées, je les ai envoyées, donc là, elles ne sont pas encore passées. Si la régie veut bien. Voilà, un exemple typique. D'ailleurs, vous savez, si on met toutes ces tentes quechua ensemble, vous avez je pense que même leur nombre est supérieur aux États-Unis par rapport à Gaza, parce qu'à Gaza, ils sont dans la même situation. Voilà. Dès qu'il pleut, ça y est, c'est absolument effrayant, sachant qu'aux États-Unis, n'oubliez pas, si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de sécurité sociale. Donc tous ces gens vont devenir, pour la plupart, pour la grande majorité, des vagabonds. Encore aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, parce que la crise n'a jamais cessé, pour une simple raison, c'est que à force de fabriquer de la fausse monnaie, la Fed américaine a déclenché une inflation, si vous voulez, qui a littéralement écrasé le peu de classe moyenne qui leur restait. C'est quand même insensé cette histoire, parce que moi, je croyais naïvement que cette crise de 2008 était due, comme on nous l'a appris, au subprime, qui partait au départ d'un bon sentiment. C'était George Bush qui voulait donner l'accès à tous les pauvres, voilà, qui donc a demandé aux banques d'accorder des prêts sans vérifier si les gens étaient capables de rembourser ou pas. Et c'est à partir de là que la dégringolade est arrivée. Mais les gens ont finalement été... Alors, non, parce que effectivement, comme j'explique dans le livre, ça partait d'un bon sentiment. C'est comme le bon roi Henri IV qui disait « Je veux que tous les Français aient une poule au pot sur leur table dimanche ». Et donc, George Bush a dit moi, je veux que tous les Américains, enfin, la majorité, aient un toit au-dessus de leur tête.
Et donc, il avait demandé à des banques, on va dire d'État ou semi-publiques, de garantir ses prêts. C'est-à-dire que à la base, vous savez, dit si on prête à un pauvre son argent pour acheter sa maison ou son appartement, il lui viendrait pas à l'idée de ne pas la rembourser. Hein, d'ailleurs, vous avez vu au début que je donne les taux en pourcentage Oui, de gens qui ne remboursent pas. Enfin, c'était vraiment minime. moins de 1%. Voilà, c'est monté. En fait, tout ça a dérapé lorsque Goldman Sachs, lorsque Lehman Brothers ont compris qu'en fait, ils pouvaient revendre, ils pouvaient assembler ces prêts qui étaient donnés à ces pauvres, à ces gens, euh, et les vendre par exemple, aux fonds de pension allemands et aux fonds de pension français. Hein, par exemple, Médéric, je crois qu'ils ont perdu 1 milliard ou je ne sais plus combien. La Caisse des dépôts et consignations également avait perdu de l'argent. Et en fait, Goldman Sachs, Lehman et tous les autres, Citi, en fait, ils se sont dit, c'est génial, ça intéresse les fonds de pension, donc on va leur vendre tous ces produits financiers, tous ces MBS. Et à un moment donné, si vous voulez, tous les pauvres ont eu leurs prêts. Vous me suivez? Donc, Oui, il oui. n'y avait plus de produits financiers. Et les banques, Goldman Sachs, Lehman, Citi, Bank of America, Mhm. ils disent, mais ça marche trop bien, il nous en faut d'autres. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, que se sont mis en place le fait de distribuer de l'argent à tout le monde. Hein, je donne l'exemple, euh, je, je donne l'exemple à, euh, notamment cette dame de 80 ans, le banquier de 80 ans, le banquier lui a Sur accordé un 20 prêt ans, sur 20 ans, 20 ans, c'est ça. sur 20 ans pour qu'elle s'achète un appartement à New York. Et du côté de Los Angeles, enfin, dans toute la Californie et à Miami notamment, en Floride, enfin là où il fait très très beau, Mhm. vous aviez ces banques hypothécaires qui allaient qui démarchaient les gens soit par téléphone, ou alors ils allaient dans les stations-service et lorsque les gens s'arrêtaient et sortaient de leur voiture pour faire le plein, ils allaient les voir, ils disaient t'es locataire ou t'es proprio? Ouais, je suis locataire. Bah tiens, signe là, je te donne 300 000, tu rembourseras quand tu pourras. Grosso modo, c'est l'idée. Ouais. Voilà. Et donc, c'est en faisant cette escroquerie géante avec la complicité, et c'est pour ça que je traite depuis 18 ans, je dis que Moody's, que les gens de Moody's, de Fitch et de Standard Poor's devraient être en prison parce que ils ont donné, ces agences de notation, ils leur ont donné la note, vous savez, AAA, Un, hein, trois, la meilleure oui. note en disant Bien. vous ne risquez rien, tout baigne, etc. Voilà. Et on voit dans le livre, en fait, comment tout part d'un seul coup en vrille. Et tout commence dans la ville des anges, hein, Los Angeles. Hein, c'est très Par hasard. intéressant. C'est en Oui, 2006. D'ailleurs, vous avez vu, à un moment donné, il y a le FBI qui, déjà en 2006, ou 2004, je ne sais plus, je me souviens plus allez, on va couper la poire en 2005, qui tire la sonnette d'alarme, qui fait remonter comment dire, ces enquêtes en disant attention, là, oui, les banques hypothécaires sont en train de vendre, de tirer avantage des migrants qui ne parlent pas un mot d'anglais. Donc, mais même des migrants illégaux, je ne sais pas si vous imaginez, ils leur ont prêté genre 300, tiens, je te donne 500 000, tu achètes la maison. L'autre, il parle même pas anglais, c'est signé là. Voilà. Et oui. après, ils ont vendu le truc à Deutsche Bank. Voilà. Ouais. Ou à Crédit Agricole. Crédit Agricole a perdu de mémoire, mais c'est ce qu'ils ont déclaré, hein. Mais à mon sens, c'est beaucoup plus. C'est 7 milliards. Ah oui, Ils ont perdu 7 milliards. Qui a payé pour Crédit Agricole? C'est tous les clients du Crédit Agricole. bien Eh sûr. oui, hein, parce que je montre dans le livre qu'entre 2008, on va dire 2009, parce que il y a octobre, novembre, décembre, mais tout commence vraiment à partir en vrille en 2009. Entre 2009 et 2019, donc 10 années, les banques françaises ont augmenté leur prix d'intervention, commission d'intervention et toutes ces conneries, de 1000%. 1000%. C'est bien. C'est-à-dire que les Français ont payé les pertes des banques, de ces crétines de banques qui ont acheté du n'importe quoi. Parce que vous savez quoi?
Crédit Agricole et tous ces banquiers ce sont des nazes parce qu'ils voient, vous savez, ils voient les banquiers de Wall Street, vous savez, un peu comme un club de foot de deuxième division qui voit les joueurs du Paris Saint-Germain. Les mecs, ils ont un espèce de complexe d'infériorité et donc ils ont cru à leur à leur mensonge. Vous l'avez vu dans le livre, notamment en Islande. C'était surréaliste, quoi. C'était incroyable. Non, non, mais 2008-2009, ça a été, mais l'année 2008 a été, c'est la clé. Et on en paye toujours le prix aujourd'hui, vous savez. Toujours. Oui. J'avais prévu de vous poser la question, justement, est-ce que la crise est finie ou est-ce qu'elle perdure? Non, elle perdure, bien sûr qu'elle perdure. Vous savez, sur quotidien.com, sur ma revue de presse à droite, vous avez tous les le prix de l'action de la banque, enfin d'une quinzaine de banques en 2007, parce que c'était là où elles étaient le plus haut, et le prix aujourd'hui. Et on voit, si vous voulez, que Société Générale n'a pas remonté la pente, parce que c'est Idriss Aberkan qui a établi cette loi, ce qu'il a appelé la loi Jovanovic d'ailleurs, à cause de ma revue de presse, parce que moi j'avais formulé la phrase en disant une banque ne peut pas tromper ses propres traders. Autrement dit, les traders de la Société Générale ou du Crédit Agricole savaient exactement ce que vaut leur banque, où en sont et à quel niveau elle est en faillite ou pas. Voilà, c'est un peu l'idée. Et ce qu'on a vu, ce que vous avez vu, c'est-à-dire que nous, entre 2008 et aujourd'hui, eh bien, ce sont des trilliards qui sont partis aux États-Unis. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes volés littéralement depuis 2008 en plein jour. Et avec Macron, on l'a vu, puisque lui-même a vendu joyeusement toutes nos sociétés, nos plus beaux fleurons. Voilà, là c'est très intéressant. Vous avez Clinton. Deux hommes, oui. Voilà, vous avez exactement, vous avez Clinton et à gauche vous avez Larry Summers, donc qui était son secrétaire, son ministre des Finances, Oui. Mais surtout, en même temps qu'il était ministre des Finances, il était le conseiller du gouvernement israélien. Donc, en fait, il avait les deux casquettes. Et aujourd'hui, les Américains disent que leur pays est vendu à Israël, mais ça fait un bail qu'il était vendu parce que le poste le plus important, c'est le ministre des Finances, eh bien, il était tenu par un traître. Voilà. D'ailleurs, vous savez quoi? Dans les mails de Epstein, qui on retrouve? Notre ministre des Finances, Bruno Le Maire. Tiens, comme c'est étrange, c'est extraordinaire. Oui. Et l'homme qui est à côté, c'était Monsieur Rubin aussi. Vous exactement, c'était Monsieur Rubin, donc je ne ferai pas de commentaires, mais je veux dire, voilà, c'est signé. Sont les grands responsables de la crise de 2008. Voilà, exactement. Et ce qu'on voit dans les mails, dans les mails d'Epstein, puisque Epstein était le meilleur ami de Larry Summers, ils travaillent ensemble depuis quasiment 25 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, sachant, si vous voulez, que donc ils ont fait des délits d'initiés grâce à Epstein, et on voit les délits d'initiés dans les mails d'Epstein, notamment avec Ariane de Rothschild, mais pas que. On voit avec la JP Morgan, voilà. On voit avec la Barclays Bank. Ce sont des tricheurs. Ils ont tout organisé. Et on voit les échanges de mails, vous savez, entre Ariane de Rothschild, entre Bill Gates, entre Jeff Staley, Epstein. Ça commence grosso modo 2012-2014, et ça s'accélère à partir de 2016-2018, etc. Et en fait, ils mettent en place les confinements avec le vaccin, le virus, mais leur principale question, nous devons nous enrichir grâce à ça. Donc ça aussi, c'est l'histoire du Covid, ça a été un immense délit d'initié au seul profit des banques israéliennes. On peut dire que la gestion du Covid s'appuie directement sur l'expérience. Et Bill Gates, pardon. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la gestion du Covid, elle s'appuie directement sur l'expérience de 2008? Comment ça? Je comprends pas la question. La gestion du Covid, c'est exactement la même chose. On veut
on veut tuer les gens. Ah oui, d'accord, oui, je comprends votre question. Oui, bah, en fait, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que les banques, comment dire, Ben Bernanke, par exemple, savait pertinemment ce qui allait se passer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été nommé dès de me lancer en 2007. Et n'oubliez pas, Ben Bernanke a fait son doctorat d'économie sur l'hyperinflation de Weimar. Donc, parce que donc, sous prétexte qu'il il a étudié la crise de 1929 et de ce qui s'est passé en Allemagne. Bah, il pouvait mieux gérer la crise des subprimes. C'est un peu l'idée. Mais vous savez, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Blight Masters, dans lequel je montre effectivement que tout ça, effectivement, c'était. Il y a des banques qui se sont enrichies comme Crésus, et ce sont toujours les mêmes. C'est tout à fait extraordinaire. Dans Blight Masters, je montre par exemple qu'une banque qui avait fait faillite, elle a été sauvée in extremis par la Deutsche Bank par ordre du patron de la CIA. Donc il nomme à la tête de cette banque qui s'appelle la Bankers Trust, il nomme le PDG, alors je me souviens plus de son nom, ça va me revenir. Et lorsque George Bush devient président des États-Unis, donc lui-même étant de la CIA, il nomme un nouveau directeur de la CIA, et qui il nomme comme directeur financier de la CIA, un poste hautement stratégique, si vous imaginez, eh bien le directeur de cette banque. Voilà, tout est dit. Oui, voilà. oui. Et dans les mails d'Epstein, on voit que tous ces banquiers, en fait, travaillent effectivement la main dans la main, mais que ce sont surtout des délits d'initiés. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué. C'est-à-dire qu'avec 2008, j'étais en dessous de la réalité. J'ai nommé Larry Summers, j'ai accusé un banquier israélien, américano-israélien, d'être le grand responsable du vol de toute la planète, et en particulier de la France. Ben, j'étais en dessous de la vérité, puisque en fait, il prenait ses ordres d'Epstein. Et Epstein lui-même étant Mossad. Voilà. Alors, il y en a D'ailleurs, d'autres. vous avez vu, là, vous avez vu, toutes les télévisions sont en mémoire. Là, elles savent plus quoi faire. Le prince Andrew a été mis en prison. Alors là, c'est le truc, personne n'attendait, personne l'avait vu venir. Personne. Et là, donc, ils ne peuvent plus, les médias français ne peuvent plus dire oui, Epstein, c'est un délinquant sexuel, c'est un obsédé sexuel, et il est tenu par les Russes. Non, il n'est pas tenu par les Russes. Bande de. D'ailleurs, vous savez quoi, vous savez, je l'ai dit à maintes reprises, c'est à partir de 2009 que les banques, notamment en France, que les banques ont racheté les médias. Crédit Mutuel a racheté la moitié de la presse régionale. Je ne le répéterai jamais assez. Et pourquoi? Pour contrôler, exactement, pour contrôler les médias. Ariane de Rothschild rachète des médias. C'est quand même extraordinaire. Le baron de Rothschild avait racheté Libération, rappelez-vous. Oui. Et aujourd'hui, le patron de Libé, c'est qui? C'est un ancien des services secrets israéliens. Ouais, ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. C'est merveilleux. Mais c'est normal. Ils sont tous sous contrôle. Est-ce que les autres pays que la France sont un peu plus au fait de ce qui se passe? Parce que ici, on est dans le brouillard le plus total. Ah ben aux États-Unis, attendez, là c'est une véritable révolution. Les gens appellent à l'arrestation de Bill Gates, de Trump, de tous les gens qui sont vraiment de Wexner, et ainsi de suite. En Angleterre, alors là, moi j'ai regardé la BBC tout à l'heure, je veux dire, la présentatrice, elle a failli s'évanouir. Arrestation d'Andrew, enfin, je veux dire, le monde des Anglais a explosé, c'est du jamais vu. Oui, Oui. oui. Voilà. Alors, mais là, vous savez, moi je l'ai vu, j'ai 43 ans d'expérience de presse écrite, j'ai pas eu 150 patrons dans ma vie. Donc, pour vous dire que j'étais apprécié moi, j'ai eu Claude Perdriel comme patron quand j'étais dans le groupe Nouvel Observateur, le matin de Paris, etc. Et ensuite, j'ai eu Philippe Tesson. Et puis ensuite, j'étais directeur général du Monde informatique. Donc, vous voyez, j'ai pas eu 150 employeurs. C'est ça que
c'est ça que je veux vous dire. En revanche, j'ai vu la prise de, comment Israël a commencé à prendre le contrôle de la presse française, des médias français, et ça a commencé avec Maxwell, le père de Ghislaine Maxwell. Et tout le monde lui léchait les babouches, dont un qui s'appelle Jack Lang, à l'époque. Et n'oubliez pas, ministre de la Culture, c'est le ministre de la Culture qui chapeaute les médias, les télés, etc. Oui. C'est pas par hasard. Excusez-moi, je m'énerve. Oui, mais c'est très bien. Je comprends tout à fait. Et c'est exactement ce qu'on ressent en vous lisant. On sent la colère et la. Ah, mais tous les lecteurs, vous savez, j'ai reçu des milliers de mails depuis. Oui. Et les lecteurs, les lectrices me disent, mais les lecteurs, mais à la fin de votre livre, j'avais envie de tout casser. D'ailleurs, d'autres, quand ils vont négocier avec leurs banquiers, ils prennent des infos du livre et puis ils leur balancent dans la figure pour négocier avec eux. Alors moi, j'ai des lectrices qui me disaient, mon mari est en train de lire votre livre à côté de moi dans le lit, il n'a pas arrêté de râler toute la nuit, je ne sais pas ce que vous avez écrit, mais c'est quelque chose. Ouais, non, mais ça a vraiment mis les lecteurs. Et je pense que là, vous savez, c'est le premier volet de la vérité, mais à la lueur d'Epstein, mon livre prend une nouvelle dimension. Tout à fait. Voilà. Il y a encore une chose avant que ça passe, parce que j'aimerais vraiment que vous m'expliquiez comment ça s'est passé. J'ai vu que vous dites que Goldman Sachs continue de vendre des subprimes déguisés en produits sains. C'est-à-dire qu'ils ont créé une assurance AIG contre les impayés. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Oui, alors je vais vous le faire avec des voitures d'occasion. Parce que c'est plus parlant. Hein. Voilà. Imaginez que Goldman Sachs vend des voitures d'occasion. Hein, voilà. Et puis ils vendent en disant aux clients, cette voiture, elle a 10 000 km, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Alors qu'en réalité, ils ont trafiqué le compteur, ils ont fait quelques réparations, mais pas grand-chose. En fait, la voiture, elle avait 100 000 km. Et donc, le client part avec la voiture et eux, ils prennent des paris. Hein, ils prennent des paris, des véritables paris, hein, comme pour le football, en disant d'ici un an, il va avoir un grave accident. Et donc, s'il a un grave accident, on touche 100 000. Voilà, je le montre dans le livre. Et toutes les banques, Goldman, Lehman et les autres, Crédit Agricole l'a fait. Crédit Agricole l'a fait. Il y a même eu des procès. Hein, ça a été je vous assure, entre 2007, 2008, 2009, non seulement les banques ont volé les peuples, mais en plus, elles se sont volées entre elles. C'est ça qui est fascinant dans le livre. Comme vous l'avez vu. Oui, voilà. Oui, je l'ai lu, mais j'avoue que… Ce sont des truands. C'était des truands, ni plus ni moins. C'est compliqué, quoi. C'est une immense toile d'araignée. Vous avez le mérite de nous emmener dans tous ces dédales et puis de nous montrer la lumière, quoi. Et j'avoue que j'ai peut-être pas tout compris encore parce que c'est tellement complexe, tellement compliqué. Est-ce que vous pensez que cette crise… Oui, mais quand vous avez regardé votre relevé bancaire et que vous avez vu que votre banque vous a pris 50 € de commission d'intervention, bon, hein, là, vous comprenez tout de suite. Hein, hein, augmentation, je vous dis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, entre 2009 et 2019, toutes les rémunérations des banques sur les comptes ont augmenté de 1000%. 1000. C'est pas 15, 20, c'est 1000. C'est pas moi qui le dis, je crois que c'est que choisir. Je sais pas, on a la référence dans le livre. Vous l'avez. Alors, il y a deux personnages qui sont aussi vos têtes de Turc. C'est Marc Toiti et Alain Minc. Oui. On a des photos à montrer sur ces deux personnages. Alors, vous en parlez plusieurs fois au cours du livre, puisque dans le chapitre des experts, page 89, ensuite sur la crise bancaire, page 111, où Alain Minc dit que la crise, c'est dans la tête. Attendez. Oui, c'est dans la tête des gens, il n'y a pas de crise. Ah oui, c'est formidable ça. Oh, les escrocs. Ah, non, mais je te jure. Et c'est lui d'ailleurs, c'est lui qui avait dit à propos de Macron que c'était une pute. Hein. Il a fait la pute chez Rothschild. Vous vous souvenez de ça? Oui.
Oui, oui, vous dites, il continue, je résume son explication, cette crise bancaire, c'est seulement dans la tête. C'est d'ailleurs le titre du quotidien, une crise surtout psychologique. C'est quand Oui, même. c'est ça. C'est-à-dire que parce que c'est un enfoiré. En 2009, donc là, là, vous voyez, on est au 6 octobre 2008. Oui, Vous avez, il donne cette interview dans le Figaro. Et vous avez énormément de chefs d'entreprise. Vous avez des dizaines de milliers de chefs d'entreprise qui sont abonnés au Figaro, notamment aux pages jaunes que vous connaissez, aux pages saumon plutôt. Et et, et donc, qui disent, bon, bah, Minc, il côtoie le gouvernement, il sait de quoi il parle, donc je ne suis pas prudent, je continue mes investissements comme avant. Résultat des courses, tous ceux qui l'ont écouté se sont ramassés. Et du coup, qu'est-ce que ça a déclenché en France? D'ailleurs, vous l'avez vu, ça a commencé en décembre. Le journal Le Monde découvre soudain les vagues de licenciements d'un seul coup, à partir de mars 2008, hein, et qui n'ont cessé de continuer après. Voilà. Et donc, tous les chefs d'entreprise qui ont écouté Alain Minc et à l'autre abruti, là, comme il s'appelle, Touati, ils sont tous, ils sont tous plus ou moins liés à la banque Rothschild enfin bon, peu importe. Touati qui explique que non, tout va rentrer dans l'ordre en 2009. Ayez confiance. Vous savez, c'est un peu comme le serpent dans le livre de la jungle. Trust in me. oui, oui. Trust in me. Bande d'enfoirés. Bande d'enfoirés. Ouais. Non, mais c'est la sortie de crise est pour 2009. Et Touati, bien entendu, parce qu'il a la carte du club, donc c'est lui qui est invité sur toutes les télés, bien entendu. Tout va bien. Moi, je rappelle que BFM vous a dit qu'il n'y avait pas de crise jusqu'en 2013-2014. Et vous faites même dire, vous citez même Marc Toiti en disant, nous aurons une croissance positive en 2010. Il dit ça lors d'une interview et il se fait moucher à ce moment-là par Laurent Benéaoun, Oui. Qui lui dit, beaucoup parlent de crise de confiance, de crise psychologique, mais les licenciements, eux, ils sont pas réels, non? Et la réponse de Marc Toiti, je vous lis toujours, aussi mauvais banquier prévisionniste qu'expert économique parfaitement bidon, aurait mérité une décoration remise sur le pont par le diable lui-même. Et vous citez, on assiste à des licenciements excessifs par rapport à la réalité économique. 40% des licenciements sont liés à la peur. Mais oui, il ne fait que répéter le discours d'Alain Minc, parce que ce crétin. Attendez, comment se fait-il que moi, en février 2008, je vois que les 10 plus grandes banques mondiales cherchent à se recapitaliser et lui, il ne le voit pas? C'est quand même incroyable. C'est valable pour Minc et tous les autres, la Tribune, les Échos et ainsi de suite, parce qu'ils sont tous au même niveau. Ils étaient tous au même niveau. C'est surtout ça, c'est ça que vous devez voir. Bon, maintenant, il a retourné sa veste, Touati. De toute façon, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choa. Moi, je vous rappelle que les Cohen, il y avait Cohen, je crois que c'est Daniel Cohen, je ne me souviens plus de son prénom, peu importe, qui était le conseiller économique de François Hollande. Et Cohen lui a expliqué, non, t'inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre. Ben voyons. Et ce crétin de Hollande l'a cru. Et résultat des courses, vous savez ce qu'ils ont fait, l'équipe de Hollande? Ils ont fait sucrer ma page Facebook qui avait 80 000 abonnés. Voilà. Bravo. Alors, tous ces dirigeants politiques étaient plus complices qu'impuissants, à mon avis. Sarkozy s'est fait enfler littéralement. D'ailleurs, vous savez, moi je vous rappelle que Caisse d'Épargne et Banque Populaire ont fait faillite en 2008. Ouais. Personne ne le sait, simplement parce que le mot d'ordre, c'était à ce que le public français ne soit pas en panique. Et donc, du coup, ils ont fusionné les deux banques. C'est le groupe BPCE aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, une autre décision aurait été possible? Est-ce qu'on aurait pu agir autrement pour éviter justement ça? Mais vous savez, à l'époque, à la radio, avec
avec mon complice là sur la radio Ici et Maintenant avec Laurent Fent, Oui, je veux dire en 2009, mais je disais, mais si moi j'avais été à la tête de la France ou même Premier ministre, je peux vous garantir qu'en 2008, j'aurais nationalisé toutes les banques d'office. Je les aurais mises en faillite et nationalisées de manière à ce que, pour préserver l'épargne des gens et pour tous les autres, hein, parce que je vous rappelle pourquoi on a sauvé la Grèce. Pourquoi on a sauvé la Grèce? D'ailleurs, vous les avez dans le mail d'Epstein, c'est intéressant. Pourquoi on a sauvé la Grèce? Parce que Société Générale, Crédit Agricole, BNP avaient quasiment un trilliard ou je sais pas combien de centaines de milliards d'expositions à la Grèce. Et si la Grèce avait fait faillite, eh bien, ça aurait entraîné la faillite de la BNP, Société Générale et Crédit Agricole. Et justement, je vous fais une parenthèse, dans les mails d'Epstein, on voit que Epstein est averti avant tout le monde du sauvetage de la Grèce. Et donc, ça leur a permis de prendre des positions de délit d'initié. Je ne peux pas l'inventer, vous les avez dans les mails. oui, oui. Personne ne peut mettre en doute non seulement tout ce qui est dans le livre, mais en plus, tout est confirmé par les mails d'Epstein. C'est pire que ce que je pensais. Merci Israël. Hein, merci Larry Summers. Hein, bon, Numéro un. Numéro ouais, un, là. Vous voyez, je ne me suis pas trompé. Hein. Non, effectivement. Effectivement. Est-ce que vous pensez que les banques... Vous savez, si vous regardez les mails d'Epstein, les échanges de mails, et encore, ça c'est juste une partie, hein, parce que Epstein avait une vingtaine de mails différents, même sur des Xbox, mais en ce qui concerne son mail, je crois qu'il y a plus de 1400 mails d'échanges avec Larry Summers. Il y en a à peu près 800 avec Jess Talley, qui était à l'époque à la JP Morgan, avant de devenir PDG de Barclays. Il y a Léon Black, hein, le PDG d'Apollo Management, hein, qui semble-t-il a démoli quelques mannequins chez Epstein. Hein, et je vous rappelle que la JP Morgan a payé 200 ou 400 millions de dédommagement aux victimes d'Epstein. Donc, vous voyez, ils ont tous profité de ces délits d'initiés. C'est absolument scandaleux. Et la pire ordure dans tout ça, c'est Bill Gates. Bill Gates, Epstein, Nikolic, la Barclays Bank et JP Morgan, ils étaient tous au courant du fait qu'il y aurait des confinements. Et c'est pour ça que mais je vais vous donner un truc concret. C'est la raison pour laquelle vous savez, à Paris, mais je pense que on avait ça en province. Je ne sais pas si Eric Montana peut nous dire ce qu'il a, lui, en Italie, mais on avait, par exemple, un site qui s'appelait La Fourchette. C'est-à-dire que vous commandiez sur La Fourchette dans un restaurant et puis vous avez un livreur qui venait chez vous. Donc, tout ça, c'était des startups françaises. Eh ben, figurez-vous que à peu près 7 mois, 6 mois avant les confinements, ils ont été rachetés par des boîtes américaines. Tiens donc. Voilà. Et c'est devenu Just Eat. Ah, d'accord. Et ça a été fait dans tous les pays, pas que la France. Voilà. Donc, oui, ça s'appelle des délits d'initiés majeurs. Ces gens devraient être en prison. Ariane de Rothschild devrait être en prison aujourd'hui pour, je ne parle même pas de Dieudonné, je parle pour de délits d'initiés. C'est grave, hein. Ah non, mais attendez, vous savez, il y a 3 millions de mails et on n'a pas fini. Moi, j'ai regardé les échanges entre Jack Lang et Epstein. C'est surréaliste. C'est totalement surréaliste. Totalement surréaliste. Jack Lang était l'espion d'Epstein pour la politique française et l'économie française. Ah oui, ça secoue, comme on dit. Il y a un ange qui est passé, là. Vous savez, un ange, vous savez, avec des traits noirs partout sur ses ailes, vous savez, comme sur les mails d'Epstein. On en parle beaucoup des anges dans votre littérature. Oui, parce que tout est... vous savez, moi, j'étais quand même fasciné par le fait que tout a commencé, la première faillite de banque hypothécaire a commencé à Los Angeles, d'accord, la ville des anges, hein.
je rappelle, et que tout a volé dans les airs définitivement le 29 septembre 2008. Et c'était la Saint-Michel, voilà, la fête des archanges. Hein, voilà. Oui, oui. Et le 2 octobre, c'est quelques jours après, c'était la fête des anges gardiens, enfin avant Vatican II. Donc les anges, là, ils sont omniprésents. Ils sont certes, on a l'impression qu'ils ont regardé cette partie se jouer. C'est assez étrange d'ailleurs, je ne vous le cache pas. J'aime bien le parallèle que vous faites dans un autre de vos ouvrages qui s'appelle 777, avec justement le jour où le Dow Jones a chuté à moins 777. Oui, le moins 7777, oui, absolument. Voilà. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et il y a toujours chez vous ce lien spirituel, puisque dans votre livre 777, vous avez eu la curiosité de rapprocher le fameux 777 de Wall Street et le 777 donné par l'ange dans l'Apocalypse de Saint Jean. Tout à fait. C'est le texte si vous prenez tous les livres de toutes les bibliothèques du monde, oui. Il n'y a qu'un seul livre qui repose sur une série de 7, ensuite 77 et ensuite 700, etc. Mais parce que et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand à Wall Street, le Dow Jones a affiché le moins 777,7, il se trouve que par une coïncidence tout à fait extraordinaire, et vous allez apprécier, c'était la fête des anges, des archanges plutôt, mais c'était aussi la nouvelle année juive. Et je peux vous dire que toutes les banques, Goldman, etc., ils avaient préparé les bouteilles de champagne. Je peux vous dire, quand ils ont vu moins 777,7, ils ont compris que là, ça allait mal se terminer. Hein, c'était que le casino, ce qu'ils appellent Wall Street, c'est casino, que le casino allait recracher tout leur argent. Et c'est pas fini, vous allez voir, c'est pas fini. C'est pas fini. À l'aube des mails d'Epstein, je peux vous dire que là, il y a de la révolte dans l'air. Est-ce que, donc on peut dire que la crise n'a jamais réellement pris fin, mais est-ce que quand votre livre est sorti, est-ce que vous avez subi des pressions ou des tentatives de discrédit? Lequel? 2008 ou 2008? Ah ben si, mais je vous dis, comme mon livre sortait au moment de, des grandes discussions à l'Assemblée nationale pour repousser l'âge de la retraite, évidemment, puisqu'ils ont volé, les banques américaines ont volé nos retraites, évidemment. Et donc, moi, dans ce livre, je monte le truc. Et voilà. Eh bien, l'équipe de l'Élysée de Macron a tenté de m'interner. Ils ont d'abord débarqué à la maison d'édition. Alors, en fait, j'ai jamais su s'ils sont venus d'abord chez moi et ensuite à la maison d'édition. Enfin, ils ont cassé les portes. C'est tous les gendarmes, et d'ailleurs Profession Gendarme a fait, je les remercie, ils ont fait un très très bon article que j'avais pas envisagé. Et je les remercie de cet article parce que la raison et tous les gendarmes et commissaires de police qui suivent ma revue de presse m'ont expliqué qu'en fait la raison pour laquelle ils ont débarqué à 3h du matin, c'était obligatoirement pour un internement. Voilà, sinon c'était à 6h du matin. C'est l'heure d'intervention légale. Voilà. Donc voilà, il se trouve que moi j'avais oublié d'éteindre mes lumières, donc ils étaient persuadés que j'étais là, voilà. Et donc l'affaire a fait tellement de bruit que, je veux dire, dans les dédicaces, je vois des inspecteurs de police, des commissaires qui viennent en discrétion. J'ai des gendarmes qui m'offrent leur bouteille de champagne pour excuser leurs collègues entre guillemets de la promotion Beltrame. J'ai des gens de la DGSE qui m'ont offert leur pucelle. Voilà, des policiers qui m'offrent des badges du GIGN. Du GIPN, pardon. Donc c'est amusant. Parce qu'ils se rendent compte que là, Macron a dépassé les bornes. Voilà. Mais qu'en même temps, eux, s'ils n'obéissent pas aux ordres, ils n'ont pas envie de se retrouver avec leur famille à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. Bien sûr. Ben oui. Et ça, c'était fin mars de mémoire. Voilà. L'année dernière, oui.
Quels sont les indicateurs qui vous semblent les plus inquiétants aujourd'hui? Les indicateurs, vous savez, moi, ça fait depuis des années, et surtout tous mes reportages en Grèce, l'indicateur le pire, évidemment, c'est ce que la France doit payer juste en intérêt. Je ne parle même pas du remboursement du principal. C'est le remboursement, c'est les intérêts de la dette française. Là, l'année dernière, c'était 40 milliards. Cette année, dans 2 ans, ça va être 70. Comment on va faire là? On les paiera jamais. Non, mais le but de Macron, si vous voulez, c'est de mettre la France sous tutelle de l'Allemagne. Comme la Grèce. La Grèce a été mise sous tutelle de l'Allemagne. Je vous le rappelle. La Grèce ne prend aucune décision, sauf des petites décisions internes, locales, machin, etc. Mais les grandes décisions, elles sont prises par des Allemands. Et d'ailleurs, tout ce qu'ils avaient ont été vendus. Leurs aéroports ont été vendus, leurs îles ont été vendues, les plus beaux appartements d'Athènes et des îles ont été vendus à des étrangers. Oui. Ben oui. En France, beaucoup. Et d'ailleurs, juste, je fais une parenthèse parce que le Profession Gendarme donc avait fait un article là-dessus que j'avais pas relevé parce que il disait parce que la raison pour laquelle ils ont envoyé tout le GIGN, etc., c'est soi-disant que j'étais armé, alors que moi j'ai jamais acheté d'armes de ma vie. Déjà. Hein, voilà, première chose. J'étais armé et donc en fait Profession Gendarme a dit mais Jovanovic ne se rend pas compte du fait que ils auraient pu arriver, ils ont enfoncé sa porte et le descendre et dire qu'il était armé, il leur avait tiré dessus. Moi je me rappelle que Marlex, le monde de mensonges dans lequel nous vivons, voilà. oui, bien sûr, oui. Marlex et puis l'autre, comment s'appelle? Éric de Nessé, voilà. Alors lui, il est mort dans des circonstances encore plus étranges. Et lui était contre Macron comme Marlex. Oui. Ben oui. Non, c'est dangereux d'être journaliste, un vrai journaliste, entre guillemets, hein, du moins celui qui fait son boulot. Investigation. Hein, voilà. Et quelle est selon vous la leçon essentielle que le public averti devrait retenir de cette crise de 2008? J'ai pas compris. La quoi? La leçon que le public doit tirer de cette crise. Qu'est-ce qu'il doit en retenir? De ne jamais faire confiance à leur banque. Voilà. Et de garder le minimum et tout le surplus qu'ils ont, de le transformer en pièces d'or ou pièces d'argent. Point barre. C'est tout. Quand j'ai fini le livre 2008, vous l'avez, je donnais le cours de l'or. Attends, je vais essayer de regarder. Parce que j'avais mis des dessins sympas en plus. Oui, voilà, regardez, par exemple, là. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Eric les a, ses dessins, je lui ai envoyé. Voilà. On peut voir en plus grand. Allez, en 2007, l'or était à 682 $. Oui. D'accord. Quand j'ai fini mon livre, 3340. Et aujourd'hui, il est à 5000 et quelques ou un peu moins ou un peu plus, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Si la régie voilà, veut bien donc tout schéma, parce qu'ils sont quand même assez jolis, ces dessins. Tout à l'heure, on a vu les... Voilà, merci. Ça, c'est un dessin de l'artiste américain George Sellas. Oui, qui a eu la gentillesse de nous donner sa permission. D'ailleurs, vous avez des dessins de Chapat hein, de la tribune de Genève, qui lui aussi nous a donné la permission. Et il a fait des dessins extraordinaires en 2008. Il a fait des dessins phénoménaux. Attends, je vais essayer de vous les montrer. Je ne sais pas si... On les a. Vous les avez? D'accord. Oui. Ça, c'est Patrice Servage, vous voyez. Oui. Ça, c'est la réponse à votre question. C'est Patrice Servage qui est un génie absolu. Voilà. Et le dessin de Chapat, Eric, il est en noir et blanc. Ça, c'est Patrice Servage également. Ça, c'est sur Blight Masters, effectivement. C'est sur la crise des suprêmes. Voilà. Donc, vous voyez, les moutons qui ont écouté, etc., et qui ont écouté la mélodie de Blight Masters. Oui, c'est ça. Poussé par l'oncle Sam. Oui, j'inspire les artistes, et les peintres et les musiciens. Sur le site jovanovic.com, vous avez, il y a un onglet qui recense
tous les artistes, peintres, rappeurs, musiciens que mes différents livres ont inspiré. C'est assez étonnant. Et Black Master, c'est celle qui est le plus inspirée de mon. C'est marrant, hein. Oui, mais c'est très intéressant et c'est sympa que les artistes soient manifestés parce que ça n'a pas toujours été le cas sur d'autres sujets, on le leur a assez reproché. Et dans votre livre, vous terminez un chapitre en conseillant 4 livres et 8 films. Oui. Alors attends, je vais reprendre, je vais les commenter avec vous si vous voulez. Page 281. Alors d'abord les films, si vous voulez. Voilà, parce que les films, voilà, ça permet, si vous voulez, de se remettre dans l'ambiance de 2008, vous savez, avec des images de l'époque. Alors, il y a bien entendu The Big Short. Ah, The Big Short, c'est absolument extraordinaire. Oui. Il y a Margot Robbie, Brad Pitt, Steve Carell. Et le public a plébiscité ce film. Hein. Il y a eu des centaines de millions de... Et même aujourd'hui, hein, c'est toujours téléchargé sur Netflix, etc. Ou Amazon. Ensuite, il y a Inside Job. Alors ça, c'est un document dans lequel il y a Julian Tett qu'on a publié avec tous les interviews des banquiers centraux, etc. Et puis de l'autre côté, la misère des pauvres gens qui perdent leur maison. Ensuite, vous avez Too Big to Fail, qui est absolument phénoménal, avec Paul Giamatti et Jamie. Et là, vous avez tous les patrons de banques américaines, ainsi que le gouverneur de la Fed, et les mecs qui se demandent comment est-ce qu'on sauve les banques, à quel niveau, et ainsi de suite. C'est magique. À propos de la Fed, pardon d'interrompre, il y a une nomination ces jours-ci de Warsh à la tête de la Fed. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ah bah ça ne changera rien pour Israël, ça c'est sûr. Oui. Ça ne changera rien pour Israël. Hein, c'est un grand club et on n'y est pas, nous. Ça, je vous le dis. Ah ouais, c'est pro-Israël à fond la caisse. Hein, là, c'est que des sionistes. Ah ouais, c'est extraordinaire. Trump est en train de faire des choses que personne ne comprend. Voilà. D'ailleurs, vous avez vu que le gouverneur de la Banque de France a démissionné. Il démissionne en juin, et que Christine Lagarde, selon le Financial Times, va démissionner également. Et alors ça, c'est le plus grand mystère parce qu'elle n'avait pas de raison de démissionner. Mais je soupçonne, si vous voulez, que Macron va essayer de la proposer en tant que candidate à la présidentielle. Ah bon? Ça fait longtemps que son nom circule. Déjà, elle était dans les tubes depuis longtemps. Sarkozy avait voulu la faire élire. Il avait fait élire maire de mémoire du 12e ou un truc comme ça. Voilà. Christine Lagarde, on va dire, c'est la seule personne sur laquelle j'ai pas de... comment dire, elle a fait au mieux de ce qu'elle pouvait faire pour défendre la France. Mais c'est Sarkozy qui a pris les décisions les plus graves. Merci Pierre. Alors une chose est claire après cette discussion, c'est que 2008 n'est pas qu'un souvenir d'archives économiques. Derrière les chiffres, on le vit tous les jours. Il y a des choix politiques, des décisions monétaires, des mécanismes de dette qui continuent d'influencer notre quotidien. L'inflation, le pouvoir d'achat, la fragilité bancaire. Mais Jackie, regardez la TV Liberté, par exemple. Oui. Du jour au lendemain, leur compte bancaire saute. Oui. Vous avez plein de gens en France dont les comptes bancaires sautent. Simplement parce qu'on s'oppose, parce qu'on... je dis même pas je veux dénoncer, moi je dénonce pas rien, je donne les faits, point. C'est du jamais vu, ça n'existait pas avant. Regardez, vous avez l'union des étudiants juifs ou je sais pas quoi, qui eux défendent justement, qui disent que Israël est en train de faire un génocide. Eh bien, l'été dernier, leur compte bancaire a sauté. Comment? Pourquoi? Donald Trump fait un procès. Donald Trump fait un procès à JP Morgan parce que ils l'ont viré de la banque du jour au lendemain. Et la réponse qu'on donne aux gens qui demandent des explications, c'est ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut et voilà, c'est tout. Voilà. Ouais. Et en fait, JP Morgan a viré Trump
hein, avant par ordre de la Maison-Blanche, de Joe Biden. Ça n'existait pas avant. Ça, c'est tout à fait récent. Ça date de 2000. Ça a commencé en 2018, on va dire. C'est édifiant. Je rappelle votre livre. Je voudrais aussi rappeler vos prochains lieux de dédicace, si la régie veut bien remontrer votre planning, en rappelant que votre conférence dédicace à Vierzon est décalée au 28 avril, je crois. Ou 26, je ne sais plus. Bon, on va le Voilà, voir. voilà. Et surtout que je donne une grande conférence. Je serai à Nice pendant 2 jours. Donc, avec une après-midi de dédicace et surtout une grande conférence. C'est le 30 mai. Voilà. Donc, je serai également à Saint-Malo. Je ne sais pas si on peut descendre un chouïa. Après Nice, il y a Saint-Malo, je crois, ou une autre. Enfin, voilà, vous avez tout ça. Vous avez tout ça. Et Tours, voilà, il y a également Tours. Vous avez tout ça sur jovanovic.com. Hein, vous pouvez retrouver tout ça. Et surtout, vous pouvez lire des extraits. Vous pouvez lire des extraits de toutes les pages du début de chaque livre. Sur jovanovic.com, le jardin des livres. On peut vous suivre. Voilà. Et le jardin des livres, c'est là où vous pouvez commander les livres. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Pierre Jovanovic, pour cet échange. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On a des questions des lecteurs? Comment ça marche? Non, on se dit bonsoir. D'accord, ok. Alors, en tout cas, merci. Merci à vous pour cette interview. Parce que c'est une première, parce que c'est la première fois que on aborde le livre 2008 avec l'angle de tous les mails d'Epstein. Oui. Et là, je veux dire, tout est vrai. C'est pire que ce que je pensais. C'est dingue. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est délit d'initié sur délit d'initié. Voilà comment ils s'enrichissent. Mes salutations à Ariane de Rothschild. Merci Pierre pour cet échange et à tous chers internautes qui nous suivaient. Le débat ne s'arrête pas ici. Comprendre 2008, c'est peut-être anticiper la prochaine secousse. Là, vous savez, les secousses, elles sont permanentes. Hein. Rappelez-vous, il y a 2 ans déjà, vous avez Crédit Suisse a volé dans les airs. La plus vieille banque suisse, elle a explosé. Hein, il y a quoi? Il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Hein, voilà, tout est dit. Et vous savez, quand 2 banques fusionnent, il y en a une qui est en faillite. Voilà, c'est tout. C'est obligatoire. Ouais. Merci Pierre. Merci à vous, Jackie. Merci. Et puis merci à Eric Montana. Voilà. Et puis à Profession Gendarme. Voilà, à Profession Gendarme et Réseau International. Voilà. Merci beaucoup. Super. À bientôt. Et à la semaine prochaine.